Bonjour à tous, bienvenue cet après-midi ou le matin pour les ultramarins à ce nouveau webinaire organisé par l'équipe Matisse et qui a le plaisir de réaliser du coup cette intervention avec la Haute Autorité de Santé, la HAS, avec la personne de Myriam Bejaoui qui va arriver bientôt. On va vous la présenter. L'idée de ce webinaire, c'était de refaire un point sur cet indicateur ICSHA, parfois mal compris, mal aimé, mais en tout cas toujours présent, qui est toujours là et qui est toujours un indicateur qu'on demande et qui reflète quand même néanmoins toute une culture de prévention de sécurité des soins par l'utilisation de la solution hydroalcoolique. Au préalable de ce webinaire, alors sachez qu'il y a de nombreux inscrits. On a été enchanté du succès qu'avait rencontré cette proposition puisqu'il y a plus de 1000 inscrits et là en ce moment même on est en train d'augmenter puisqu'on est on avoisine les 425 en ligne en ce moment, mais ça va augmenter au fur et à mesure puisqu'il n'est que 15h02. Donc l'idée de ce webinaire, c'était de refaire un point sur cet indicateur avec toute l'expertise que pouvait nous apporter Myriam de la HAS. En amont de ce webinaire, certains ont rempli un questionnaire pour justement essayer d'orienter un peu mieux les échanges qu'on pouvait avoir aujourd'hui et voir ce qui pouvait bloquer, être mal compris, être source de tension ou de frustration, ou au contraire, hein, peut-être qu'il y en a. On a eu des commentaires positifs quand même dans le questionnaire, quelques-uns. Donc l'idée c'est de faire un état des lieux, voilà, de qui s'occupait de l'ICSHA dans vos établissements, comment vous rendiez les résultats, ce dont vous avez la connaissance, CALAS, pas CALAS, les tableaux détaillés, pas détaillés. Et donc du coup on va commencer par les résultats de ce questionnaire, c'est Raymond, donc Raymond Nassau qui est en Guadeloupe, qui fait bien sûr partie de l'équipe Matisse, qui va présenter les résultats de ce questionnaire. Ce questionnaire avait été élaboré par Muriel Péfaux, qui a fait l'analyse des résultats. On a eu plus de 400 réponses à ce questionnaire, mais comme on a analysé les réponses il y a une semaine, on n'a pas pris, on a eu 435 réponses, mais du coup les 60 dernières réponses, on les a pas analysées puisqu'on a dû prendre les résultats pour un peu se pencher dessus. Donc au total, Raymond va nous parler de un peu plus de 350 résultats de l'enquête et va nous présenter ça maintenant. Et en suivant, on aura l'intervention de Myriam qui reviendra sur certains points. Et enfin, ce sera place aux échanges et aux questions qui ont déjà été nombreuses par mail. Donc, vous pouvez poser vos questions. Vous voyez, vous avez un espace questions. Donc, moi, je vais suivre. Je vais être le rôle de l'animatrice et je vais suivre vos questions et les poser à Myriam, qui est quand même beaucoup plus, enfin, qui est la personne ressource sur ce point-là. Donc, on commence tout de suite avec Raymond. Raymond, je te passe la main, je te désigne comme présentateur et tu Ouais, peux présenter les résultats de l'enquête. Mais normalement, en fait, tu as la main, je pense, vu que tu es organisateur maintenant. Tu peux j'ai la présenter. main. Ouais. Est-ce que je peux afficher mon écran? Peut-être pas pour l'instant. Si, normalement, tu peux afficher ton écran. Mhm. Euh, alors, je te désigne comme présentateur. Hop, voilà. Normalement, c'est bon. Excuse-moi, c'est moi qui avais. Et je coupe mon micro et ma webcam. Voilà, donc j'ai cliqué, j'attends de savoir si je peux. Est-ce que vous voyez mon écran déjà? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Oui, on voit ton écran, Raymond, c'est parfait. Vous voyez mon écran, c'est parfait. OK, Tu peux voilà, y aller. je vais essayer de. On te voit, on Je vais essayer de. t'entend, on voit. On voit ton écran. OK, je vais essayer de me faire un petit peu de place pour que moi-même je vois mon écran. Ben, donc, merci beaucoup à tous et toutes qui êtes connectés. Bonjour de Guadeloupe. Donc, chez nous, c'est le matin. Donc, je vous dis un grand bonjour, content d'être avec vous. Et puis, comme tu l'as dit, Caroline, ben, allez, on va rentrer directement dans ces résultats du questionnaire, un questionnaire qu'on a fait ensemble hein, avec l'HAS et la mission nationale Matisse, avec les différents représentants. Je, voilà, donc ce questionnaire ICSHA, donc c'est avec l'objectif que tu l'as déjà dit, c'est un petit peu d'avoir le retour de terrain concernant cet indicateur, savoir comment sont comprises les données qui sont nécessaires au calcul, est-ce que c'est facile à obtenir, ou est-ce qu'il y a des freins à l'utilisation de ces données, ou en tout cas à l'utilisation de cet indicateur.
Est-ce que c'est communiqué aux équipes et sous quelle modalité? En fait, l'objectif, c'était tout simplement de préparer ce webinaire, d'approfondir la réflexion et d'alimenter la discussion. Donc, clairement, c'était ça notre objectif sur ce questionnaire. Donc, merci beaucoup aux 371 participants, comme vous le voyez, 371 participants qui ont répondu à ce questionnaire ICSHA en provenance d'une grande majorité, quasiment de la totalité des régions de France. Donc là aussi, merci à tout le monde pour la participation. Cette participation où on voyait que quasiment que les hygiénistes en grande majorité, puisque lorsqu'on vous demandait est-ce que vous étiez membre d'une équipe opérationnelle, 95,4% disaient oui, je fais partie d'une équipe opérationnelle. Et sur les 371, il y a seulement 17 qui ne faisaient pas de partie d'une EOH. Donc, principalement des hygiénistes. Avez-vous participé au recueil de l'indicateur, de cet indicateur ICSHA annuel d'établissement? Oui, une grande majorité des répondants ont participé. Vous voyez, 92,5% des répondants ont déjà participé au recueil de données de cet indicateur ICSHA dans les établissements. Donc, c'est pas étonnant, hein. Et puis, lorsqu'on leur demandait est-ce qu'ils connaissent la plateforme, cette plateforme nationale CALAS qui permet de recueillir ces indicateurs, dans les réponses, on a presque 54% qui disent, qui témoignent bien connaître cette plateforme CALAS, 53,6% qui la connaissent bien, 38,5% qui connaissent la plateforme CALAS, mais pas si bien que ça, parce qu'il y a plusieurs choses dans cette plateforme, mais ils la connaissent. Et puis, il y a quand même un peu plus de 7% qui disent ne pas bien connaître ou ne pas connaître du tout la plateforme CALAS parmi nos répondants. Autre question de ce questionnaire, c'est est-ce que vous utilisiez des tableaux de résultats détaillés d'ICSHA qui sont disponibles sur cette plateforme, sur cette fameuse plateforme? Et vous voyez que là, on retombe à une majorité de personnes, de collègues qui disent ne pas utiliser ces tableaux. Je pense qu'on va y revenir avec Myriam, mais une grande majorité des collègues connaissent la plateforme, mais n'utilisent pas ces tableaux de résultats détaillés pour leur établissement. 57,1%. Alors, lorsqu'on rentre un peu plus dans les détails et qu'on demande est-ce que vous savez quelles sont les données SAE qui sont utilisées pour calculer le dénominateur de cet indicateur? On voit que 35% hein, des répondeurs disent ne pas savoir exactement les données SAE qui sont utilisées. À contrario, on a quand même 65% de ces répondeurs qui disent oui, je sais que dans les statistiques annuelles d'établissement, il faut aller extraire les journées d'hospitalisation. Ce sont ces données-là qu'il faut extraire et ce sont ces données-là qui permettent de calculer le dénominateur qui est l'objectif personnalisé en volume de solution hydroalcoolique à consommer pour l'année. Donc, une majorité de répondeurs, 65%, disent oui, je sais quelles sont les données qu'il faut aller extraire des statistiques annuelles d'établissement. Bon, voilà. Là aussi, c'est des données assez techniques, mais ils sont au courant. Dans leur établissement, est-ce que vous calculez un ICSHA par service de soins? Parce que on parle de l'ICSHA annuel, mais est-ce que cet ICSHA annuel, on le calcule aussi par service de soins? Oui, majoritairement, 76% disent oui, nous calculons pour tous les services l'ICSHA annuel. Et puis, si on rajoute les 16,4% de ceux qui disent oui pour certains services, on voit qu'il y a une grosse majorité des répondeurs qui disent oui, qu'ils calculent un ICSHA par service de soins. Donc là aussi, c'est une information intéressante. Et puis, dans votre établissement, est-ce que vous calculez un ICSHA infra-annuel? Donc, est-ce que vous n'attendez pas d'avoir que des données pour l'ensemble de l'année? Est-ce que vous calculez sur des périodes plus courtes? Oui, pour tous les services, on voit que 59,3% des répondeurs disent oui, de façon infra-annuelle pour tous les services, nous calculons un ICSHA.
un ICHA. Et puis, il y en a pour certains services un petit peu moins en pourcentage qui font ce calcul. Pour ceux qui font un calcul infra-annuel, lorsqu'on leur demande dans votre établissement quelle est la fréquence à laquelle vous faites ce calcul pour les services. Donc, ben, vous voyez que clairement, la fréquence majoritaire, je dirais, c'est tous les 3 mois. Tous les 3 mois, on fait ce genre de calcul d'ICHA. Et puis, dans 20% des cas, à peu près, les répondeurs disent on le fait de façon mensuelle. De façon mensuelle. Lorsqu'on leur demande aussi, là on égrène les questions, le questionnaire, et lorsqu'on leur demande les résultats de cette ICHA, sont-ils communiqués systématiquement aux professionnels? Ça, c'est un point important auquel nous tenons. Est-ce que, ben oui, vous calculez un ICHA annuel, voire même un ICHA infra-annuel, mais est-ce que vous restituez ces résultats aux professionnels? Ben oui, dans pratiquement 92% des cas, oui, ces résultats-là sont restitués aux collègues de terrain. Donc, c'est le témoignage de ceux qui ont répondu. Et puis, sur ces 92% qui disent oui, vous voyez, 341 sur l'ensemble des répondeurs, majoritairement, ben, c'est par voie d'affichage, que vous répondez, que vous donnez l'information. Et puis, par voie d'affichage, parfois aussi par un mail un mail qui est envoyé au cadre des services pour pouvoir leur permettre de restituer ces résultats. Et puis, bien sûr, il y a aussi toutes les présentations qui se font dans les différentes instances, le CLIN, la CECIRMT, etc. Voilà, mais une grande majorité de 92%, c'est restitué. Voilà. Et puis, on pouvait aussi répondre autre, puisqu'il y avait un menu déroulant, mais on pouvait répondre autre. Et parmi ceux qui témoignent, restituer les résultats aux professionnels par une autre voie, il y en a 29 qui ont répondu, 29 des répondeurs ont témoigné, soit par la gestion documentaire, hein, leur logiciel de gestion documentaire en commentaire libre, soit dans les différentes réunions de réseau, les réunions de réseau de correspondants en particulier, aussi dans les journées de formation, les journées internes dans les établissements, ils en profitent pour restituer ce type de résultats. Certains disaient aussi lors des visites de risque, ils font des visites de risque dans le service, ils profitent pour continuer à informer les professionnels présents sur le score ICHA du service. Et puis, bien sûr, tout ce qui est partage avec la cellule qualité. On sait que les cellules qualité sont souvent en charge des indicateurs divers et variés dans les services. Bien sûr, c'est aussi une voie de communication. Alors, il y avait une question importante aussi. Ben, quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins, quelles sont vos difficultés de terrain? Et là, il fallait simplement, en commentaire libre, nous envoyer ben, les attentes, les besoins, les difficultés, les envies. Vous voyez que parmi les répondeurs, c'est les 371 participants. Il y en a 91 qui nous ont envoyé d'un commentaire libre en nous proposant ou en nous faisant part de leurs attentes, de leurs besoins, de leurs difficultés. Du coup, ce que je vous propose, c'est une synthèse, mais on va garder quand même un peu le suspense. Et cette synthèse, en tout cas ce qu'on en a tiré, on vous en parlera après l'intervention de Myriam. À tout de suite. Merci Raymond. Effectivement, on va passer à l'intervention de Myriam. Alors, on a des petits problèmes de webcam avec Myriam, mais pour vous prouver qu'elle est là, je vais vous la montrer en photo. Elle est derrière sa webcam, mais on ne la voit pas. Je suis bien là. Et par contre, on l'entend bien. Donc, voilà. Je reprends la main. Un présentateur. Hop, voilà. Montrer mon écran et je vous montre juste. J'essaie de faire un petit sourire. Voilà, qui essaye de sourire malgré les difficultés. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, à toi Myriam, tu peux passer, je vais te désigner comme présentateur et tu peux passer ton diaporama et puis on t'entend, donc c'est le principal. Je te désigne en présentatrice. Merci.
Alors, est-ce que vous voyez mon écran? On voit très bien. Parfait. Donc, je vais le passer en mode diaporama. Donc, bonjour à tous. Je ne sais pas si Caroline, tu m'as présenté, mais comme j'ai dû me reconnecter plusieurs fois. Donc, je suis Mariam Bejaoui. Moi, je suis pharmacien des hôpitaux hygiéniste. Donc, je suis hygiéniste comme vous. Et je suis à la Haute Autorité de Santé depuis 2017. Et je tiens d'abord à remercier vraiment Mathis parce que donc ça fait quand même plusieurs années que je recueille cet indicateur, que je suis en charge de cet indicateur. Et vraiment, j'ai constaté à chaque fois des défauts de communication avec les établissements de santé. Vous êtes frustrés, on est frustrés aussi. Donc, c'est difficile que les informations passent correctement. Donc, j'en ai parlé à Mathis et Mathis a eu l'idée de ce webinaire. Et donc, vraiment, merci d'avoir eu cette idée parce que ça va, j'espère, permettre de répondre à beaucoup de questions que vous avez. Et voilà, ça va lever peut-être certains doutes. Et puis, j'espère qu'en sortant de ce webinaire-là, ça sera un petit peu plus clair qu'au départ. Donc, je voulais commencer par un petit rappel sur l'historique de cet indicateur et on va s'arrêter sur la définition. Donc, l'historique, donc, comme vous l'avez dit, Mathis, au départ, c'est un indicateur qui était très important, donc remarquable. C'est un indicateur qui est arrivé il y a déjà un petit moment, puisque il faisait partie du tableau de bord des infections nosocomiales et aujourd'hui, il est encore recueilli. Donc, c'est vraiment l'indicateur le plus ancien national qu'on a en France. C'est un indicateur qui a eu une place indispensable dans la promotion des solutions hydroalcooliques. À l'époque, c'était pas aussi clair qu'aujourd'hui. Enfin, c'était pas aussi évident de se dire que la technique de friction la technique de référence était la friction hydroalcoolique. Donc là, avec cet indicateur, c'était un message fort, un message politique. Et donc à l'époque, c'était le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, qui avait donc poussé pour cet indicateur-là. Alors, la définition. La définition, on va essayer de faire simple. Il faut savoir que malgré toutes les versions de cet indicateur, la définition de base, elle n'a jamais changé. C'est un rapport entre un volume réellement consommé dans un établissement de santé et un volume minimal théorique qui est calculé et qui est propre à chaque établissement de santé. Donc, le numérateur en bleu, c'est une information que vous nous donnez, vous, et ça concerne vraiment le volume consommé dans les services de soins et dans l'imagerie. Donc, c'est vraiment le volume qui est consommé par les soignants pour un patient dans un contexte de soins, uniquement dans un contexte de soins. On va revenir encore dessus tout à l'heure. Pour le dénominateur, donc c'est un volume fictif, théorique, mais qui reste un volume minimal. Et donc, c'est très important d'enregistrer ce terme, c'est le minimum à atteindre. Et donc, c'est un volume que nous, on calcule à partir d'une base de données nationale qui est la statistique annuelle des établissements de santé, la SAE, et qui est gérée par l'adresse. On utilise pour cela beaucoup de variables, environ une trentaine de variables par établissement de santé. Et chaque établissement de santé a son propre volume minimal théorique. C'est jamais le même d'un établissement à un autre. C'est un volume personnalisé. Pour cet indicateur-là, la cible à atteindre, elle est de 100%. Donc 100%, c'est le minimum. En dessous de 100%, enfin, je sais que c'est un peu, du coup, ça peut paraître contre-intuitif le fait de dire que le minimum, c'est 100%, mais pour cet indicateur-là, ça reste un minimum. En dessous de 100%, entre 80 et 99, c'est la classe B, et en dessous de 80%, c'est la classe C. Donc, on est bon à partir de 100%. Je sais qu'on peut dire, enfin, pour beaucoup de professionnels de santé, 90%, ça peut paraître bon, 80% pareil, mais en fait, la base, c'est 100%. On rentre encore plus maintenant dans le détail de ce calcul-là. Donc, je vous ai parlé du numérateur, je vais vous parler un peu plus du dénominateur. Le dénominateur, donc, c'est le volume minimal théorique à atteindre. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à la somme des volumes théoriques par activité. La somme des volumes théoriques par activité. Le volume théorique par activité, il se compte en journée d'hospitalisation ou en séance ou en acte. Et comment on le calcule? On le calcule en multipliant le nombre de journées ou d'actes ou de séances fois le nombre de frictions pour l'activité fois le volume de 3 millilitres. Pour chaque activité, il y a un nombre de frictions associé. On va y revenir. Je voulais simplement dire un mot sur le 3 millilitres parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions. Le 3 millilitres, ça n'a jamais changé dans ICSHA.
ça se base sur les données de la littérature scientifique, ça se base aussi sur les données des fabricants et ça se base sur les recommandations. Si ce volume, s'il y a des publications scientifiques ou des arguments scientifiques qui viennent contredire ce volume, eh ben, on changera le volume pour cet indicateur-là. Mais cet indicateur-là, nous ne l'avons pas, enfin, ce volume-là n'a pas été choisi par l'HAS, c'est le volume de base qu'on prend en référence. Et il faut se garder à l'esprit que c'est un indicateur national qui est fait pour comparer les établissements entre eux. Donc, de base, c'est pas très fin en fait. C'est pas, ça s'adapte pas complètement à chaque situation, chaque établissement de santé, chaque paume de main. Le nombre de frictions par activité, il a évolué selon les versions. Donc nous, il faut savoir qu'on a récupéré à l'HAS le ICHA à partir de 2016. Donc il y a eu quand même plusieurs versions avant ça. Voilà, donc je vous ai mis un petit peu les évolutions. Donc ça a augmenté au fur et à mesure des versions. Nous, quand on a récupéré ICHA, c'était déjà en version 3. Donc en fait, il y a eu une mise à jour et puis après, ça a un peu stagné. Ce qu'on a fait surtout, en fait, on a corrigé certains actes de la SAE qui étaient manquants dans certaines activités. On a sorti l'endoscopie du bloc parce qu'auparavant, il était compté comme bloc et comme vous savez, il y a certains actes d'endoscopie qui ne se font pas au bloc opératoire. Donc, on l'a sorti du bloc et on lui a donné un nombre de frictions propres. Ensuite, on a rajouté la radiologie, on a rajouté la radiothérapie qui était manquante en fait de l'indicateur, était manquante du dénominateur. Donc voilà, il faut garder à l'esprit que tout ce qui rentre dans l'indicateur est en fait apparaît dans ce tableau. Si ça n'apparaît pas dans ce tableau, ça ne rentre pas dans l'indicateur. Pourquoi? Parce qu'on utilise une source de données qui est la SAE. Il faut savoir que les sources de données en France qu'on utilise pour les indicateurs, elles ne sont pas faites pour le management de la qualité. Elles ne sont pas faites pour suivre l'amélioration des qualités. Elles sont faites dans un objectif de tarification, de financement et de statistiques. Donc, on s'adapte en fait aux sources de données qu'on a. Donc, je sais que ça peut paraître des fois, on me dit mais pourquoi vous n'avez pas mis ça dans l'indicateur et pourquoi? En fait, c'est parce que c'est la source de données qu'on utilise qui va un petit peu nous limiter pour le design de cet indicateur. Donc, à retenir, si vous ne trouvez pas dans ce tableau, c'est que ça n'y est pas, pour les raisons que je viens de vous dire. Ce qui ne rentre pas dans cet indicateur, et ce depuis le début, et ça n'a jamais changé, ce n'est pas l'HAS qui a retiré, les consultations n'ont jamais fait partie en fait ni du numérateur ni du dénominateur, tout simplement parce que les consultations, déjà, ça peut concerner beaucoup d'activités différentes. Il n'y a pas un nombre de frictions qu'on peut mettre pour les consultations, parce que des fois, il n'y a pas forcément de soins. Donc voilà, vous comprenez. Donc, ça n'est pas dans l'indicateur. Ensuite, il y a les plateaux techniques hors imagerie, parce que bon, la pharmacie, il n'y a pas forcément des soins. Le laboratoire, c'est pareil. Donc voilà, ça, on ne le rentre pas dans l'indicateur. Ce qui est consommé par les patients n'est pas dans l'indicateur. Pourquoi? C'est un indicateur qui évalue les pratiques professionnelles. Donc, c'est vraiment un audit des pratiques professionnelles. Ce n'est pas un audit qui évalue l'hygiène des mains en général. Si on commence à rajouter le volume des patients avec le volume des soignants, le volume consommé par les soignants, on ne va plus savoir qui fait quoi, qui fait bien, qui ne fait pas bien. Donc, on ne peut pas rajouter les patients. Il faut savoir ce qu'on mesure pour savoir où est-ce qu'on doit se mesurer, où est-ce qu'on doit s'améliorer et comment s'améliorer. Ensuite, on a le cas particulier de la dictologie. La dictologie, vous le savez très bien, c'est une activité où on ne recommande pas les solutions hydroalcooliques parce que c'est à base d'alcool et que ça peut être consommé bu par les patients. Donc, en fait, on ne le recommande pas. Sauf que la dictologie n'est pas dans la SAE. On a essayé de négocier avec l'adresse, mais malheureusement, ça n'a pas été possible en fait pour eux. Donc, en fait, on est obligé de vous le demander. On vous demande quelles sont les journées d'addictologie que vous avez. Et en fait, comme c'est dispatché, ça peut être des journées d'addictologie en médecine, en SMR, en psy. Donc, comme c'est dispatché, nous, on vous demande à chaque fois de nous dire est-ce que c'était en médecine, est-ce que c'était en SMR, est-ce que c'était en psy? Et donc, comme ça, on identifie le coefficient de friction qui va bien avec les journées, on remet les 3 millilitres et on calcule un volume lié à la dictologie. Et ce volume-là d'addictologie, on vous l'enlève de votre dénominateur.
parce qu'on considère qu'il n'est pas à prendre en compte dans l'indicateur. Donc, si on vous l'enlève de votre dénominateur, forcément, il ne faut pas le compter dans le numérateur. On va parler un petit peu de la source de données. En fait, on va dire, toute la complexité de cet indicateur, elle réside dans la complexité de la source de données. Comme vous le voyez à l'écran, par établissement de santé, on a une trentaine de variables qu'on récupère par établissement de santé. Donc, ça fait déjà complexe pour un établissement de santé. Imaginez pour 3000. Il y a 3000 établissements concernés, généralement. Tout ce qu'on prend par activité est issu des cases SAE. Le détail des cases SAE qu'on prend se trouve dans les consignes de remplissage en page 10. Elles sont transparentes. Par contre, ce qui se cache derrière ces cases, ce n'est pas nous qui le gérons. En fait, vu que c'est la SAE, c'est l'adresse qui s'occupe de calculer ces cases-là. Je vais vous donner tout à l'heure, la diapo suivante, un document qui est en fait un document de l'adresse où dedans, vous avez ce qui se cache derrière ces cases-là. Donc, c'est l'aide au remplissage SAE. Je vous le montre en copie d'écran pour la suite. Autre chose de très important, en fait, qui connaît le mieux sa déclaration SAE? Eh bien, c'est vous. C'est vous, en fait, vous savez, en fait, quelles activités vous déclarez sur quelle finesse. Et en fait, bien souvent, nous, on est confronté à des problèmes de communication entre, par exemple, les hygiénistes et les personnes qui gèrent la SAE. Et en fait, il y a des informations qui ne circulent pas. Parfois, en fait, les personnes qui gèrent la SAE se disent, sur ce finesse-là, je vais mettre mon MCO, j'ai un autre finesse avec un SMR, je vais prendre l'activité SMR de l'autre finesse et puis je vais regrouper les deux sur le même finesse du MCO. Sauf que nous, on ne sait pas ça. On ne le sait pas. Donc, pour nous, en fait, on remonte la SAE sur ce finesse-là. On a du MCO et du SMR. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vous calcule un dénominateur avec le MCO et le SMR. Et donc, on attend de vous que vous nous mettiez le volume du MCO et du SMR sur ce finesse-là. J'espère que c'est clair. Donc, voilà, juste pour information, ce document, si vous avez envie un petit peu de rentrer vraiment dans les cases SAE, dans l'indicateur, etc., il est très bien fait. Et donc, je vous conseille de le consulter. Et l'adresse reste quand même à disposition pour répondre à vos questions concernant ce qui se cache derrière les cases que nous, on utilise. Je voulais revenir sur l'information de minimum à atteindre. Comme je vous ai dit, oui, ça peut paraître bizarre, la cible, elle est de 100%. La cible à atteindre, elle est de 100% et au-delà. Donc, quand on a une médiane, par exemple, observée de 95%, c'est bien, puisqu'on a augmenté de près de 14 points par rapport à l'année d'avant, mais ça n'est pas encore la cible. Il faut faire mieux. La preuve, c'est que seuls 46% des établissements de santé ont atteint un niveau satisfaisant. Donc, ça veut dire que 54% des établissements de santé n'ont pas encore atteint ce minimum de 100%. On va rentrer un petit peu plus dans le cœur du sujet sur la logistique du recueil. Le recueil Diksha est annuel. La période de recueil, elle se fait depuis l'année dernière en septembre. Auparavant, il y a eu Covid, il y a eu une année où c'était en février, et avant ça, on a un petit peu expérimenté. C'était pas très, c'était pas très net. Je m'en excuse, c'est parce qu'en fait, vu qu'on a repris cet indicateur, il a fallu qu'on le passe sur Calas. On a un petit peu expérimenté des périodes. Donc, c'était un petit peu, voilà, pour vous, c'était un peu difficile à suivre. Et donc, voilà, je m'en excuse. On essaye vraiment, une fois qu'on voit que les choses marchent, nous, on essaye de rester sur la même ligne. Donc là, c'est ce qu'on fait. L'année dernière, on a fait septembre. Cette année, on fait septembre. Normalement, l'année prochaine, ça sera septembre aussi. Pourquoi c'est en septembre? Parce que, comme je vous ai expliqué, on utilise la SAE. La SAE a un calendrier bien spécifique. La première base, elle arrive en juillet. Donc ça, c'est une base administrative. Elle arrive en juillet. Il y a une seconde base qui est un peu plus travaillée en novembre. Et donc, nous, on a choisi de vous faire le recueil en septembre avec la première base, ce qui fait que vous avez des résultats, ce qu'on appelle des résultats provisoires.
Une fois qu'on a la deuxième base de SAE un peu plus travaillée, là, on va venir vous recalculer un résultat définitif. Généralement, ça change très, très peu. Juste un petit aparté sur le terme. Il ne faut pas confondre résultat provisoire et validation provisoire par rapport à CALAS. On va revenir dessus. Les établissements concernés, c'est tous les établissements de santé, sauf les établissements qui font de la dictologie pour les raisons que je vous ai données, les établissements qui font de la psychiatrie en exclusif, les établissements qui font que de la psychiatrie. Pourquoi? Parce que pour ces établissements-là, la remontée SAE, elle est encore plus complexe. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup d'erreurs de calcul et on n'arrivait pas à fiabiliser le score à chaque fois pour ces établissements-là. Donc, on a dit, on n'y arrive pas, on enlève la psychiatrie, et voilà. On enlève les établissements qui font de la psychiatrie en exclusif. L'activité de psychiatrie, à partir du moment où vous êtes un établissement qui fait plusieurs multi-activités, vous serez pris en compte dans l'indicateur et votre activité de psychiatrie aussi. Pourquoi? Parce que il faut quand même que vous puissiez interpréter facilement votre volume et votre score. Et donc, ça concerne l'ensemble de votre établissement de santé. Donc voilà, donc l'activité de psychiatrie, si vous êtes un établissement qui fait de la multi-activité, elle sera toujours prise en compte. Les établissements qui sont que des établissements psy ne rentrent pas dans l'indicateur pour les raisons que je vous ai données. Ensuite, il y a d'autres établissements qui sont un peu particuliers, les MEX, les centres de basse vision, etc., du fait de, enfin, c'est des établissements un peu atypiques. La plateforme de recueil, donc vous l'avez vu, elle s'appelle CALAS. C'est une plateforme de l'ATIH. Donc, on travaille, nous, avec l'ATIH. Nous avons un forum, nous sommes toujours à disposition, qui s'appelle Agora. Plage, c'est la gestion des rôles ATIH. Je vous ai mis ici un tutoriel. Nous avons un tutoriel toujours, nous, sur notre site, qui vous donne la gestion des rôles et habilitation plage ATIH, c'est-à-dire qui vous explique c'est quoi les rôles ATIH, à quoi ils servent, comment je fais pour me connecter, tout ça, tout le tutoriel, vous l'avez déjà en document et il est là en lien. Il faut savoir que donc il y a plusieurs rôles dans CALAS et plus on cumule les rôles, plus on peut faire de choses. Plus on peut valider des choses, plus on peut commencer à saisir, valider. Enfin, ça commence par lecteur, ensuite on peut faire opérateur de saisie, après on peut faire valideur, etc. Donc tout ça, c'est plus on a de rôles, plus on peut faire des choses. Sachez que depuis qu'on a mis des indicateurs IAS sur CALAS, vous avez, vous, équipe opérationnelle d'hygiène, un rôle qui s'appelle lecteur OOH. Donc, si vous, par exemple, enfin, ça, vous pouvez le demander à votre administrateur plage, donc c'est généralement c'est le team, où il faut voir avec, sinon, le responsable de l'établissement de santé qui est l'administrateur plage. Les rôles, donc, le minima pour vous, EOH, c'est au moins lecteur OOH. Ensuite, si vous devez saisir, si vous devez valider tout, vous voyez avec votre administrateur plage pour qu'il vous rajoute des rôles. Ce qu'on va faire, c'est que je voulais vous montrer un petit peu la plateforme. On va aller directement sur CALAS et comme ça, vous allez voir en fait en direct la plateforme. Est-ce que quelqu'un peut me dire si on voit en fait? Ok, super. Alors, je reviens juste au départ, parce que ça m'embête. Alors, vous voyez, ça, c'est l'écran d'accueil de CALAS. Donc, on est sur une plateforme de validation. Hein. Ce n'est pas la plateforme de prod, de production, là où vous êtes en train de saisir. Donc, les informations ne sont pas complètement à jour. Qu'est-ce que vous avez comme information? Première chose, vous avez donc un encadré rouge qui vous donne généralement des informations qui sont importantes sur le calendrier des campagnes, etc. Ensuite, moi, je me connecte, j'ai la liste de tous les établissements que je gère. J'ai tous mes finesses là. Et pour chaque établissement, j'ai les indicateurs concernés. Donc, par exemple, moi, je vais arriver dans ce finesse-là, hop, je clique sur indicateur de consommation des solutions hydroalcooliques. Je sais que c'est quelle donnée, je sais le statut de mon établissement, je sais que je dois le rentrer de manière obligatoire et je connais mon état de validation. Validation provisoire. Je rentre dedans et ça ne marche pas. Alors, on va se reconnecter. Je sais pourquoi ça ne marche pas, c'est parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas connectée. On recommence. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, hop,
Voilà. Donc là, je rentre donc dans mon indicateur. Et donc là, j'ai deux choses. J'ai un écran double. Enfin, j'ai un écran avec un carré bleu foncé à gauche et un bleu clair à droite. Le bleu clair, c'est généralement pour les indicateurs issus du dossier patient parce que ça vient des établissements de santé ont demandé à faire des audits un petit peu hors campagne. Sachez que c'est quelque chose, nous, on n'y a pas du tout accès. On ne voit pas si vous faites des choses dessus, on ne voit pas. En tout cas, normalement, c'est pas ouvert pour Riksha. Ça devrait pas être, c'est peut-être ouvert pour les autres indicateurs issus de dossier patient, mais en tout cas, pour Riksha, c'est pas ouvert. Donc, là où je vais, c'est protocole HAS. Parfois, vous avez un message là. On vous dit, il faut que l'administrateur plage se connecte et valide la liste des utilisateurs. Ça, c'est normal, c'est des questions de sécurité. C'est parce que tous les ans, les personnes changent dans les établissements de santé. Donc, on vous demande de mettre à jour les contacts. Et on demande à l'administrateur plage de se connecter et de faire cette manip. Et c'est un préalable à la saisie. Je rentre dans mon indicateur. À nouveau, j'ai des informations qui sont donc le FINES. J'ai ici mon état du thème. Donc, je sais que j'ai une validation provisoire. La validation provisoire, c'est une étape qui est réversible, mais c'est une étape qui est indispensable pour voir les résultats. Si je ne valide pas provisoirement, CALAS ne peut pas me calculer en fait toutes ces variables. Il faut bien que je fasse une manipulation pour que CALAS calcule en fait ce dénominateur qui est compliqué. Ici, j'ai la liste de toutes les personnes qui sont concernées donc sur plage par rapport à cet indicateur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux questionnaires. J'en ai un qui s'appelle Information commune. Dedans, vous renseignez, vous mettez, je vais vous l'ouvrir rapidement, on va voir ce qu'il y a dedans. Hein. Vous mettez l'activité psychiatrie parce que celle-là, je vous ai expliqué, celle-là et la dictologie, c'est les deux seuls qu'on vous demande. C'est les deux seuls qu'on vous demande, le reste, on arrive à l'avoir par la SAE. Donc, il y a tout ça. Ensuite, l'autre questionnaire qui est là, vous devez renseigner donc, les conditionnements, les volumes, etc. OK, donc ça, c'est bon, j'ai tout renseigné. Moi, je sais ici, quand je vais dessus, je sais que je suis en renseigné. Je suis donc en vert. Ensuite, j'ai deux options. Comme j'ai fait une validation, j'ai déjà fait une validation provisoire. Pour faire une validation provisoire, j'ai cliqué ici. J'ai cliqué sur voir les résultats. Ça m'a fait une validation provisoire. On va aller ensemble sur voir les résultats. Voilà, là, on voit les résultats. Qu'est-ce que vous avez quand on met voir les résultats? Vous avez un tableau qui va s'ouvrir sur votre navigateur et à peu près la même chose en PDF. On va l'ouvrir ensemble. Comme vous voyez, j'ai donc mon score, ma classe, le volume que j'ai déclaré, le volume qu'on m'a calculé, une information importante que vous devez lire par rapport à la SAE. Et ici, j'ai le détail par activité. À la fois, j'ai donc mon activité, le nombre de minimal de friction, l'activité par an. Là, en l'occurrence, la dictologie, c'est ce que moi, j'ai rajouté parce que je ne l'avais pas avant. Et ensuite, j'ai les calculs intermédiaires. Et ensuite, j'ai le volume par activité. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai pris un exemple simple où là, tous mes volumes, j'arrive à 19 litres. Donc ça, c'est le détail de ce qu'on m'a calculé. Et l'activité, et pour information, le hors-bloc, c'est juste pour que c'est vraiment quelque chose qu'on ne diffuse pas, c'est pour vous. C'est parce que pour des établissements de santé qui ont une grosse activité de bloc, parfois c'est un peu difficile d'interpréter son volume global. Donc on sort le bloc et on voit un peu du coup ce que ça peut ressembler pour les autres services. Donc c'est vraiment pour vous. Voilà, donc ensuite, on va faire la même chose avec le PDF. Hop, je clique dessus. Hop, ça se télécharge. Et voilà, j'ai plusieurs choses. J'ai donc toujours mon thème, j'ai toujours ma classe, j'ai mon tableau détaillé. Voilà, donc j'ai quasiment les mêmes informations, mais cette fois-ci en PDF. Je reviens simplement sur cette notion de validation provisoire. Donc, comme je vous ai expliqué, elle est indispensable pour que CALAS puisse calculer et générer le PDF et générer les tableaux. Ensuite, j'ai deux choix. Soit je ne suis pas contente des résultats parce qu'en fait, je n'avais pas compris dans la SAE qu'il y avait telle ou telle activité, je retourne à la saisie. Je peux retourner ici à la saisie.
Soit je suis satisfaite des résultats, ça me paraît cohérent, et là, je mets valider et transmettre à l'HAS. Ça, c'est indispensable. Si vous n'appuyez pas sur ce bouton pendant la campagne, vous serez considéré comme non répondant. Donc ça, c'est quelque chose d'indispensable. Voilà. Caroline, je te repasse la parole, ou Raymond? J'ai fini ma Merci. présentation. Merci beaucoup. Du coup, on a quand même quelques petites questions. Donc, Myriam reste avec nous parce Je que suis là, je ne bouge pas. bien incapable de répondre. Donc, je vais t'en citer quelques-unes. Donc, par exemple, alors elle revient plusieurs fois cette question, c'est comment différencier le chat consommé par les patients de celui consommé par les professionnels, en sachant que les distributeurs sont accessibles à tous. Oui, ça c'est les limites de l'indicateur. Ça reste en effet, c'est un problème de fond avec Iksha qu'on a depuis le début. Mais bon, on n'a jamais, c'est jamais fin, complètement fin. Même pour vous, quand vous faites vos recueils, enfin votre consommation par service, enfin sur la faisabilité directe de l'indicateur, on n'a jamais un résultat extrêmement fin. Ça, c'est pas possible. C'est les limites de l'indicateur. C'est une méthode d'audit qui a toujours des limites. Mais voilà. Enfin, après, on peut mettre en place des systèmes pour on peut donner des flags. Enfin voilà, il y a probablement des choses pour essayer de mieux identifier, mais c'est impossible en réalité de savoir exactement quel est le volume consommé par les soignants. Sinon, je vous mentis. Enfin, c'est pas possible de savoir exactement. Ce qu'on vous demande de faire, c'est de nous donner, nous, ce qu'on veut, c'est le volume qui est délivré. Après, par exemple, tous les flacons qui sont distribués aux patients, de préférence, ne pas les compter. Déjà, ça sera ça. Merci Myriam. On a une question aussi par plateau technique. Est-ce qu'un plateau de rééducation kiné, ergo, orthophonie, enseignant à pas par exemple, est-ce que les consommations sont-elles à inclure? Est-ce que ils sont considérés comme des soignants en fait, ces personnes-là? Tout ce qui n'apparaît pas dans le tableau d'activité par friction n'est pas à compter. Donc, il faut aller regarder son activité et voir si, par exemple, il y a l'orthophonie. Non, c'est pas dedans parce que en fait, après, tout va dépendre. Enfin, si c'est fait dans un service de médecine, ça sera à compter dans la médecine. Si c'est fait dans un plateau technique, ça ne sera pas à compter. Ça ne sera pas compté. Ok, je pense que tu as apporté la réponse souhaitée. On a une réponse aussi, quel est le volume minimal théorique pour les EHPAD? Alors, nous, on ne fait pas des EHPAD, mais on fait pas les EHPAD, mais c'est Primo qui s'en charge. Donc, j'envoie la question à Primo. Je ne sais pas quel est le… Normalement, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Primo connecté, autrement il peut lever la main et je peux lui donner la parole. Sinon, pour les EHPAD, il y a un objectif de friction en fait. L'objectif est de 4 frictions par jour par résident. Voilà, c'est l'objectif théorique à atteindre. J'en profite pour rebondir là-dessus parce qu'on a eu du coup la remarque sur pourquoi est-ce qu'on ne présente pas les résultats de la même manière en friction par résident, par patient par exemple. Eh bien parce que déjà ça a été fait le tout premier ICHA, c'était ça. Et en fait ça fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que les activités sont diverses dans un établissement de santé et d'un établissement à l'autre. C'est complètement différent et en fait, on ne peut pas comparer. Par exemple, pour un établissement de santé qui va faire de la chirurgie, il va avoir 10 frictions par patient. Un autre établissement plus petit, il va avoir, je sais pas, 3 frictions par patient. C'est incomparable en fait. Donc, c'est pour ça qu'on raisonne par volume et par rapport de volume entre le volume consommé et le volume théorique. Et donc par score. Ok, merci Marianne. Alors, effectivement, ça c'est plus une constatation en fait qui nous dit que la crise Covid a faussé les consommations effectives et théoriques des services dans lesquels se sont opérés des changements et des déménagements d'activités. Oui, on a pris l'année 2020. Hein. ICHA, il n'y a pas d'ICHA en 2020. Hein. Voilà. Donc, on a supprimé ICHA en 2020 justement parce qu'on était bien conscient. Bon, après, on a quand même repris. Alors, on a le premier recueil qu'on a fait après la Covid, c'était en 2021, mais on vous a demandé des données 2019. Voilà. Où se situe l'activité des UHCD, des urgences, avec la médecine?
Non, vous avez vous regardez dans le tableau. Elles sont dans le tableau. Elles sont dans le tableau. Donc non, pas Elles avec sont dans le les séances. On nous pose la question de comment avoir les consommations du bloc. Comment avoir la consommation du bloc? Comment avoir le dénominateur ou comment vous pouvez avoir la consommation du bloc? Je pense plutôt sur cette option. Ça va dépendre justement de votre organisation dans votre établissement de santé, mais si vous voulez, c'est le service, c'est les volumes qui sont délivrés au bloc opératoire, hein, c'est de la définition. Donc après, je sais pas, ça va dépendre des établissements de santé. Si tel qui a posé la question peut préciser, parce que je suis pas sûre que on ait été précis dans la réponse qu'elle souhaitait. Voilà. Si c'est le dénominateur, vous avez le tableau avec toutes les cases SAE comprend. Et en fait, on vous fait des calculs intermédiaires dans le tableau détaillé que je vous ai montré. Et donc, les calculs intermédiaires, ils vous disent qu'est-ce qu'on additionne. Et ensuite, pour les cases, pour savoir ce qu'il y a derrière les cases, c'est la SAE. Ok. Alors, question bloc, toujours bloc opératoire avec bloc opératoire endoscopie. Afin de calculer notre ICHA au bloc opératoire, les 6 frictions à réaliser par acte d'endoscopie doivent être attribuées au service de bloc ou bien au service qui va recevoir le patient en post-endoscopie? C'est à vous de voir. Nous, on calcule par établissement de santé et non par service. Ouais. Donc l'attribution par service, je ne peux pas vous répondre. C'est à vous de voir. Une fois que vous comprenez la logique de l'indicateur et que vous avez compris un peu sa mécanique, vous pourrez suffisamment le maîtriser pour le décliner et l'adapter à votre établissement de santé. Oui, alors il y en a qui me posent la question sur les supports. Les supports seront disponibles la semaine prochaine sur le site préventioninfection.fr, comme la vidéo si certains de vos collègues l'ont pas vue ou sont pas là, ou si certains doivent partir plus tôt, etc., ou n'ont pas forcément été attentifs parce que des fois on a des interruptions de tâches. Voilà, tout ça, tous les supports seront disponibles la semaine prochaine. Comme ça, là, je réponds à des questions. J'ai cru entendre il y a quelques années que l'indicateur ICHA allait évoluer, voire disparaître. Qu'en est-il? Alors, vous savez, l'indicateur vit depuis un certain temps quand même. Il est aussi beaucoup critiqué parce que vu que c'est une évaluation indirecte de l'hygiène des mains, il a pas mal de limites, même s'il a été extrêmement utile. Pour l'instant, vous savez qu'on est en train de développer un autre indicateur sur l'hygiène des mains. C'est un indicateur aussi qui évalue les soignants, mais cette fois-ci, on pose la question aux patients. Donc, c'est un indicateur sur la perception patient de l'hygiène des mains et qui est à partir d'un questionnaire. ICHA, si on arrive à atteindre des bons résultats, au bout d'un moment, et qu'on a un autre indicateur et qui tient la route et qui nous permette vraiment de tenir nos objectifs d'amélioration pour cette pratique-là et de comparaison entre établissements de santé, peut-être que ICHA viendra à disparaître, oui. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ok. Un établissement psychiatrique avec 6 lits d'addicto dans une unité psy, est-ce que c'est considéré comme psy exclusif? Un établissement, alors je peux pas vous répondre sans avoir le finesse et sans avoir vérifié en fait. Ces questions-là, vaut mieux les poser sur Agora, ou alors vous vous connectez sur Calas et vous voyez si vous êtes concerné ou pas. Il faut, en fait, en fonction de la SAE et de ce qu'on remonte en fait par rapport à la SAE et par rapport à l'établissement, on va savoir si c'est un établissement psy ou pas. Donc, vaut mieux, si c'est des questions vraiment précises dans votre cas particulier, posez-les sur Agora, on vous répondra. On vous répond généralement assez vite. Avec le finesse. Très bien. Comment différencier les chats utilisés dans le même service pour les HC, USI, USI? Je sens on commence, tu vas pouvoir apporter une... Je sens que je peux répondre aux questions maintenant. C'est pareil, hein, c'est même chose, hein, la différence. Vu que c'est pas par service qu'on fait l'indicateur, je peux pas vous répondre sur le niveau par service. Il faut savoir que quand il y a eu ICHA 3, il y a eu une expérimentation. Alors moi, je suis arrivée après, mais en fait, il y a eu un test de faisabilité de ICHA 3 pour savoir si on pouvait faire ça par service.
Et de ce que j'ai compris, ça n'a pas marché parce qu'en fait, c'était vraiment compliqué d'avoir les volumes par service. Voilà. Et, la SAE étant demandée… Ah, ça, je la garde pour tout à l'heure. Ça va me faire le lien avec quelque chose que je vais vous montrer. Excusez-moi. L'activité d'un service de soins non programmé rentre-t-il dans la SAE? Si c'est… Bah, ça, il faudrait… L'activité… Bah non, théoriquement, oui. Théoriquement, oui. Ok, Si ça va dans le PMSI, oui. tu es en train de t'étouffer. On va faire une petite… Oui, en fait, je suis la collègue de Myriam. Elle va revenir, je pense, dans 10 minutes. Ok. Voilà. Ok, pas de souci. Donc du coup, je vais faire le lien avec la question qui a été posée, comment essayer de calculer des ICHA par trimestre. Donc moi, je vais vous montrer les outils qu'on a à disposition sur la base documentaire de préventioninfection.fr. Donc normalement, vous voyez mon écran. Est-ce que Raymond, tu peux valider le fait qu'on voit mon écran en ouvrant ton micro? Oui, je valide. On voit ton écran. Ouais. Super. Donc voilà, donc je voulais juste vous montrer que vous pouvez trouver 2 outils intéressants sur la base documentaire du REPIAS relative à l'ICHA qui peuvent peut-être vous aider. Et en tout cas, nous, on a à votre disposition le Matisse pour vous aider avec ces outils. Donc sur la base documentaire du REPIAS, donc moi je vais aller à la facilité, je vais taper mon mot-clé ICHA. Et normalement, si je tape ICHA, j'ai les documents où on a tagué le mot-clé ICHA qui apparaissent. Et vous voyez, bon, j'ai l'arrêté avec la liste des indicateurs obligatoires, mais j'ai 2 arrêtés et j'ai aussi 3 outils sur l'ICHA. Je vais vous en parler de 2 parce que il y en a 2 qui se ressemblent très très fortement, donc c'est pas la peine que je dédouble mon explication. En fait, il y a un outil de calcul mensuel qui a été réalisé. Alors au départ, le point de départ, c'est le CEPIAS Île de Guadeloupe qui l'a fait. Et puis, ça a été travaillé avec le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine. Et donc, c'est un outil où on peut calculer de façon mensuelle son ICHA. Donc, je vais aller le voir. En fait, c'est un fichier Excel qui a été travaillé notamment par Muriel Péfo. Vous voyez qu'on en parle pas mal. Et quand j'ouvre ce fichier Excel, en fait, vous pouvez donc faire un calcul ICHA mensuel si ça s'ouvre. Là, c'est les commentaires au questionnaire qu'on a eu. Voilà, donc vous pouvez calculer pour votre établissement, je ne sais pas si j'ai la main, je pense que j'ai pas, voilà. Vous pouvez mettre le nom de votre établissement puisque vous pouvez avoir plusieurs établissements, donc plusieurs fichiers Excel. Vous pouvez mettre le nom du service pour lequel vous calculez votre ICHA et les activités du service. Donc, vous voyez, vous pouvez comptabiliser plusieurs activités. Donc, comme tout à l'heure, on en parlait, si voilà, là, vous avez toute une liste déroulante, vous pouvez compiler ce que vous voulez. S'il y a eu des regroupements de services ou des regroupements d'activités, vous pouvez le faire sans problème. Vous faites l'année et puis après, vous allez rentrer pour tous les mois de l'année, en fait, les données que vous avez à votre disposition. Donc, en général, on va prendre en fait ce qu'il y a dans la réserve en début de mois et on va aller voir ce qu'il y a dans la réserve en fin de mois en enlevant évidemment, en adaptant en fonction des commandes, des réceptions qu'on a eues dans le mois. Et en fonction, on aura donc notre numérateur et le dénominateur, de toute façon, il est calculé en fonction de ce que vous allez rentrer, en fonction de ce que vous allez rentrer comme activité et journée d'hospitalisation patient. Donc automatiquement, ça va vous faire un indicateur pour le mois de janvier. Et voilà, vous pouvez le faire comme tous les mois. Donc vous pouvez avoir un suivi plus précis. Après, si vous voulez le faire que par trimestre, vous pouvez le faire. Vous remplissez que janvier, avril, juillet, c'est possible. Et à la fin, vous avez tout un graphique. En fait, vous pouvez sortir un graphique avec l'évolution de l'ICHA, faire des petits commentaires et l'afficher dans le service. Donc, ça peut, on l'a vu dans vos commentaires, le fait d'afficher et de passer dans les services, c'est quand même un petit moyen pour parler un peu de l'ICHA. Et nous, forcément, ce qui nous intéresse, c'est l'utilisation de la friction hydroalcoolique. Donc, vous avez ce premier outil. Donc, je n'enregistre pas.
Et après, vous avez un autre outil qui a été fait par le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine et le CEPIAS Occitanie cette fois-ci. J'ai vu qu'il y avait eu des commentaires en fait avec beaucoup de personnes qui s'interrogeaient sur le fait que l'ICHA soit toujours trop bas et que quoi qu'on fasse, malheureusement, ça n'augmentait pas et qui voulaient avoir des pistes, des leviers d'action. Donc, il y a un outil d'aide à l'amélioration d'un ICHABA. En gros, on va aller analyser pourquoi les causes qui fait qu'on a un ICHABA. Et en fonction des causes, on va proposer des actions en regard. Donc voilà, c'est un outil qui est à votre disposition aussi sous format Excel. Et là aussi, vous pouvez nous appeler pour si vous en avez, soit vous le téléchargez directement, vous êtes autonome, il n'y a pas de souci, soit vous nous appelez et on vous l'expliquera avec plaisir. Voilà. Caroline? Caroline, Oui. je suis de retour. Oui, je suis de retour. Désolée pour ce. Pas de souci, Je ça arrive. suis un petit peu malade, donc je me suis étouffée. Vous avez rencontré ma collègue Karen Asman, qui est chef de projet statistique sur le sujet, qui connaît aussi bien l'ICHA. Et merci Caroline, du coup, d'avoir pris le relais. J'ai pu reprendre mon souffle. Donc, de toute façon, on avait fait, il y avait encore plein de questions, donc moi, je les transmettrai à Myriam pour qu'elle puisse répondre ou un peu plus en détail, comme tu as pu le faire par mail ces derniers jours, si ça te va, Myriam, voire même vous pouvez mettre une continuer. petite foire aux questions. Le mieux, parce qu'en fait, par mail, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Je préfère que vous posiez la question sur Agora. Pourquoi? Parce qu'elle est visible, en fait, des autres. Et comme ça peut déjà, parce que bien souvent, je réponds toujours à la même, souvent aux mêmes questions, en fait. Donc, si possible, ceux qui ont encore des questions là, qui sont en suspens et pour lesquelles je n'aurais pas répondu ni en direct, ni par le biais de ma présentation avec les éléments que je vous ai donnés, vous allez sur Agora et vous la posez et on vous répondra et ça restera visible pour les autres. Voilà, donc ok Myriam. Après, on voulait finir avec la synthèse de Raymond, puisqu'on a eu quand même beaucoup de commentaires au questionnaire. Donc Raymond, je te désigne comme présentateur. On va finir avec cette synthèse. Moi, je voulais juste dire aussi, parce que je suis CEPIAS, mais très orientée médico-sociale en ce moment, et c'est vrai que l'ICHA est assez loin pour moi. Et je me suis posé la question, mais finalement, où est-ce que je vais voir vos ICHA, là, les différents établissements? Où est-ce que c'est accessible au public? Et donc, j'avais peut-être loupé un peu le coche de Caliscope. Donc voilà, je leur dis au cas où, les indicateurs sont disponibles sur Caliscope. Je ne sais pas si tu l'avais dit, Myriam. Non, je ne l'ai pas dit, mais oui, c'est ça, c'est disponible sur Caliscope. Voilà. Et toi, en tant que CEPIAS, tu as aussi t'as une visibilité régionale. Il faut faire la demande sur la TIH, sur plage. Ok, il faut que je fasse une demande. Donc moi, je peux avoir accès en tant que… Oui, tu vois, j'étais un peu éloignée de ça, donc j'ai été voir sur Caliscope. Ok, donc je passe la parole à Raymond et on te laissera le mot de la fin, Raymond, du coup, parce que ça va être bientôt l'heure. Donc je te désigne comme présentateur. Merci de me désigner comme présentateur. Donc, je monte mon écran. Merci beaucoup. Donc, je pense que vous voyez mon écran. Je vais mettre en plein écran. Je vais mettre en plein écran. Voilà, donc, pour aller très vite, hein, pour vous donner un petit peu les points d'attente que vous nous avez rapportés, les besoins, les difficultés, on en a parlé hein, dans ce webinaire, dans la présentation et surtout dans les réponses que Myriam vous a apportées. Alors, donc, les difficultés on a fait une synthèse, hein, bien sûr, de tout ce que vous nous avez rapporté et on a un petit peu synthétisé ça comme ça dans les difficultés, principalement les modalités de calcul qui n'étaient pas très comprises. Vous ne compreniez pas trop comment on calculait, c'était difficile à expliquer comment ce calcul était fait. J'espère que ça va mieux maintenant. Il y a aussi des difficultés qui sont remontées sur le niveau de confiance des équipes sur le terrain par rapport à cet indicateur-là, parce que c'était difficile de faire le lien entre la consommation en solutions hydroalcooliques et le risque d'infection associé aux soins. Myriam en a parlé. Il y a aussi des points qui étaient revenus sur tout ce qui était le nombre de millilitres, les 3 millilitres, avec la pression d'une pompe qui ne donnait pas forcément 3 millilitres. Enfin bon, il y avait pas mal de difficultés remontées de ce côté-là. J'en ai déjà parlé un petit peu, le manque d'intérêt des équipes et en particulier des responsables, des encadrements sur cet indicateur. Peut-être parce que le lien était difficile à faire avec le risque d'infection associé aux soins, on peut lier tout ça.
avec, bien sûr, vous portiez pas mal de critiques sur cet indicateur-là du fait qu'il y avait pas mal de services, on en a reparlé, des services qui ne sont pas concernés, par exemple la psychiatrie ou des activités pas concernées, par exemple le plateau technique. Bien sûr, il y a aussi des problèmes qui étaient liés aux réserves communes, aux services qui bougeaient beaucoup, qui se mettaient ensemble, qui se séparaient. Bon, il y a pas mal de difficultés qui étaient remontées là-dessus. Et puis des difficultés, bien sûr, à récupérer ces fameuses données SAE, ces fameuses journées d'hospitalisation, en particulier si on voulait faire des calculs par service. Là, vous nous faisiez remonter ça. Et puis, bien sûr, la plateforme avec on va dire, des petites critiques sur la plateforme Calax. Vous considériez qu'il y avait un petit manque de clarté là-dessus. En tout cas, vos demandes clairement étaient un outil qui permette de faire un calcul automatisé, qui soit efficace, qui soit simple pour générer des affiches et pour faire aussi un calcul mensuel. Sur le calcul mensuel, Caroline vous a montré un petit peu cet outil proposé par nos deux CPIAS pour faire un calcul mensuel par service. Juste un petit mot que je voulais rajouter sur cet outil. Dans cet outil, vous pouvez aussi vous personnaliser vos activités et vos nombres de frictions. Vous pouvez décider, pour répondre à la critique du fait que le nombre de frictions est un peu trop faible, vous pouvez décider de remonter en fonction de votre service, votre niveau de friction, et vous pouvez l'intégrer dans l'outil informatique qui tiendra compte pour faire le calcul. Dans vos besoins et dans vos attentes, vous vouliez aussi peut-être avoir plus d'outils pédagogiques pour pouvoir mieux expliquer cet indicateur, les modalités de calcul. Alors des outils bien sûr un peu ludiques comme le Matisse sait les faire, des serious games, des choses comme ça. Donc ça était les demandes qui étaient remontées. Et puis revoir les objectifs ICHA de l'HAS. Certains d'entre vous considéraient qu'ils étaient un petit peu bas. Mais comme Myriam vous a montré, il y a encore beaucoup d'établissements qui n'atteignent pas le minimum de 100%. Donc, remonter ces objectifs-là, ce sera encore plus difficile l'atteinte du 100%. Donc là, c'est à discuter et à voir. Donc, voilà un petit peu les points qu'on avait retenus de tout ce que vous nous avez dit. Et vraiment, on vous remercie de ces pistes que vous nous donnez. Donc, on voit quand même qu'il y a un intérêt sur cet indicateur. Il est difficile d'être compris, mais il y a quand même un intérêt. Donc, continuons à le défendre. Et puis, bien sûr, continuons aussi, comme l'a dit Myriam, à travailler sur d'autres indicateurs, peut-être plus faciles, plus engageants à voir. Donc, voilà, j'en termine là en vous remerciant, hein, puisque on voit l'intérêt que vous portez à cet indicateur par rapport au nombre d'inscrits, par rapport au nombre de connectés. Et merci beaucoup à vous. Merci à Myriam de par ses explications, moi, que j'ai trouvé très claires, mais j'espère que vous aussi. Merci à Caroline pour son animation, toujours très dynamique. Merci à vous. Et puis, j'espère qu'on pourra, avec l'HAS, se mettre en commun, Matisse et l'HAS, pour vous proposer d'autres webinaires, peut-être sur cet indicateur-là, peut-être sur autre chose, peut-être sur un approfondissement de l'indicateur ICHA mensuel si vous le souhaitez. À vous de nous faire remonter tout ça. Merci beaucoup. Et puis depuis la Guadeloupe, où ouais, il y a du soleil. Donc, merci à vous. Bonne journée. À très bientôt. Et puis, toujours content d'être avec vous, même si nous sommes loin. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.